Je suis heureux de vous présenter des expertes et des experts automoto en studio, montés à l'hôtel Batelière avec grandautomobile.fr et Maxime Martinique qui diffuse le programme RMC Antibes, vous le savez. Vous êtes avec la bande AJM comme tous les vendredis soirs. On peut s'applaudir bien fort si vous êtes d'accord. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, merci à Crozatier Meubles et Décorations, merci à Speedy Martinique, merci à Joe Magazine et merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit tous les vendredis soirs. On est très heureux de se retrouver ici à la piscine, il y a un cadre magnifique, merveilleux. C'est vraiment génial, donc on est super content. Alors, on devait recevoir normalement Orlan, mais malheureusement, elle a eu un petit souci, donc on la recevra sans doute courant du mois de juin. On a une pensée, et on le fera chaque semaine, pour notre vanille, notre bretonne, on va dire, nationale ou locale ou départementale, je ne sais pas. Comment on peut dire, Léonore ? Notre représentante bretonne. Bon, tu as des nouvelles un petit peu ? Tu as été la voir ? Eh oui, alors ? Eh bien, elle se remet doucement. Ouais. Après, c'est... on va dire que c'est de la résilience, garder le moral dans le temps, parce que souvent les gens sont là tout de suite après, mais il ne faut pas oublier qu'un accident, ça a des conséquences sur des mois durant, et c'est là que ça devient un petit peu plus dur, parce que chacun a sa vie aussi. Et voilà, donc quand on a un accident, ça a une répercussion à long terme. À long terme, effectivement. Et donc on s'est engagés tous, je veux dire, de façon solidaire, à rester auprès d'elle tout au long de sa convalescence. Et donc on essaiera de l'accompagner jusqu'à ce qu'elle revienne dans l'émission, qu'elle reprenne sa place, qui est là. On est d'accord, c'est ce qu'on s'est dit. C'est ce qu'on s'est dit. C'est ça. Bon. C'est Vanille Robocop maintenant. Vanille Robocop, oui c'est vrai. On verra ça. On espère l'avoir très vite dans l'émission en tout cas. Et d'ailleurs on va en reparler un petit peu ce soir, parce qu'on reçoit différentes personnes qui vont nous permettre donc justement de parler un petit peu d'accidentologie encore, et c'est normal, on le fera chaque semaine. Donc entre autres l'adjudante en gendarmerie départementale que nous recevons ce soir, qui est Mélissa Michel. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci d'être parmi nous. Merci de me recevoir. Et vous êtes à côté d'un commandant ce soir. Oui, bonsoir. Commandant de la sécurité routière en Martinique. On le réveille. et donc c'est le commandant Bossy qu'on est très heureux de rencontrer pour la deuxième semaine consécutive. Oui, merci. L'autre breton de la table. L'autre breton de la table en plus. En fait, je pensais à ça. Donc, ça fait super plaisir. Et on reçoit dans cette émission aussi pour parler cette fois-ci toujours d'accidentologie, mais côté médical, on va le dire. Et qui on reçoit, André ? On est curieux de savoir qui on reçoit ce soir. Eh bien, on va recevoir Ulysse Talon, donc, qui est interne au service de neurochirurgie du CHU de la Ménard. Donc voilà, c'est vrai qu'après notre dernière émission qui était vraiment basée sur tout le côté, on va dire, droit pénal, législation et côté juridique, on va se tourner sur la partie médicale où on va un petit peu voir l'envers du décor et ce qu'il se passe lors d'une admission d'un patient au sein d'un service après un accident, et ensuite le côté post-traumatique justement de toute cette partie-là. Ulysse, donc interne, super, merci d'être là. Bonsoir, merci de me recevoir. Ça nous fait plaisir franchement de vous recevoir, c'est bien, vous êtes notre première interne, donc on va fêter ça ce soir. Vous êtes première interne, voilà. Ça se fait. On est super contents. Alors peut-être que tout à l'heure, un peu plus tard, Christelle, si tu es d'accord, on recevra un de tes invités. Oui, monsieur Joseph Aunier, donc botaniste chercheur donc sur la phytothérapie caraïbéenne. Voilà, donc on changera vraiment de sujet là sur ce coup-là, sur la fin de l'émission, tout simplement parce que on veut parler un peu de botanisme. Voilà, ça nous paraissait intéressant de le faire. Si vous êtes d'accord, on va attaquer cette émission, mais avant ça, on fête les 39 ans de notre amie Éléonore, notre chroniqueuse adorée. Oui, alors il faut savoir qu'il y a un autre chroniqueur qui, depuis tout à l'heure, est debout avec un gâteau et deux bougies. Joyeux anniversaire, Éléonore. Joyeux anniversaire, et chantez, s'il vous plaît. Et voilà le petit gâteau. Éléonore. Joyeux anniversaire. Attends, il faut que je fasse un vœu. Mais c'est pas sécurité routière, c'est personnel. Allez, on souffle. Attends, je réfléchissais à ce que je voulais. C'est génial. Merci. Alors, si vous n'êtes pas sur la télé, sur GT Auto sur la télé, sachez que le gâteau est à... Non mais je me méfie des cadeaux, moi j'ai toujours peur. Le gâteau est au mangue et à la fraise ou à la framboise, je crois. Oh là. Et voilà. Attends, mais pourquoi? Alors, donc, pardon, mais je vais quand même décrire. Éléonore ouvre son cadeau, je vous le dis. Est-ce que quand vous pensez à moi, vous pensez à... Ah oui, je me disais aussi ensuite... à une Barbie. Voilà, merci. C'est gentil. Remarque qu'il y a un dauphin et un chien. Et je pense que je donnerai ça à ma nièce. Alors, et elle puis, a reçu, donc on peut dire ce que tu as reçu, parce que pense à nos auditeurs. 2 romans
de Bernard Werber, L'arbre des possibles et Sa Majesté des chats. Bon, super. Un très bon choix. Et un petit cadeau surprise qui était plutôt marrant, c'était donc en fait une petite pochette Barbie avec plein de petits cadeaux à l'intérieur. Ouais, avec, parce qu'on sait que t'aimes jouer avec les petits cadeaux le soir. C'est Andrea et moi en fait. Voilà. C'est nous, on s'en laisse. Un peu. C'est beau, t'as vu? Voilà, on fait la une de notre premier magazine. Venez voir les images sur YouTube. Ça vous permettra de vous rendre compte. Eh ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour cette 25e année et surtout pour 39, 25, 25, 39. Non mais par contre l'année prochaine c'est la grosse fête. Et puis surtout pour ce petit cadeau de lecture parce que je suis une grande lectrice. Et donc merci. Alors, si on peut l'applaudir encore bien fort, bravo, Ouais, Éléonore, et merci pour ça. ta présence. Par contre ça va rentrer dans mon super estomac. chroniqueuse, et si on t'avait pas, on sait pas ce qu'on Oui fait. c'est vrai, moi non plus. Je sais pas Non, ce c'est vrai, que je ferais sans moi-même. Voilà, Ouais. bon. Merci Jean-Marc. Alors, si vous êtes d'accord, on va se tourner vers Andrea. D'accord, parce que Andrea, ce soir, tu reçois donc quelqu'un qui est intéressante pour nous, vraiment intéressante, parce qu'elle correspond parfaitement à notre émission. Elle est gendarme, elle est femme. On a beaucoup de femmes autour de cette table, hein, vous avez vu, C'est Mélissa. vrai. Vous êtes en minorité, vous les hommes, là, ce soir. Et Très on bien. voudrait savoir un petit peu pourquoi, Andrea, tu invites Mélissa. Alors déjà, pour commencer, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Et donc, on avait reçu aussi, dernière émission, notre commandant, Monsieur Bossy. Et je voulais justement faire un complément aussi et voir le point de vue de Mélissa Michel sur tout ce qui était l'organisation type d'une journée aussi à la gendarmerie en Martinique, qui est précisément à Schœlcher, parce que c'est là où est le cadre de résidence. Mais vraiment savoir ce qu'il en était aussi en termes de sécurité et qu'est-ce qui pouvait être compliqué à gérer pour une femme peut-être dans ce milieu-là. Alors tout d'abord, merci de me recevoir. Alors je pense qu'il n'y a vraiment aucune journée type en gendarmerie. Pour le coup, s'il y a bien un métier pour lequel les journées ne ressemblent pas aux précédentes, c'est bien celui-là. Nos missions sont extrêmement éclectiques et rythmées finalement par l'événementiel. Les événements, ça va être des violences conjugales, des accidents routiers qui peuvent être matériels, corporels ou mortels, mais également des agressions sexuelles, viol, atteinte aux biens, cambriolage, vol à la roulotte, jusqu'à des vols à main armée. Des missions du quotidien également, comme régler des conflits de voisinage ou des assistances à huissiers pour des expulsions locatives. Donc voilà, tout ça c'est très varié. Après, être une femme sur le terrain, je pense qu'il en faut, mais on est aussi content d'avoir nos camarades masculins. Finalement, on est très complémentaires. Je pense qu'on va avoir peut-être une sensibilité différente qui va permettre de désamorcer des situations pour lesquelles nos camarades masculins viendraient en force. Mais on reste complémentaires pour autant. Oui, donc la femme a un rôle à la gendarmerie qui est le rôle de la femme en fait, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Et pour autant, on arrive à désamorcer des situations avec des hommes qui font 2 fois notre taille et 2 fois notre poids, mais différemment, je pense. Alors vous le disiez bien tout à l'heure, un des gros avantages de ce métier, c'est que quand on démarre une intervention, on ne sait jamais trop, enfin si on sait sur quoi on va, mais on ne sait pas sur quoi on va tomber véritablement, donc finalement c'est un peu l'aventure ça, est-ce que c'est pas la définition de l'aventure? C'est complètement l'aventure, effectivement, on sait à quelle heure commencent nos journées, mais on ne sait jamais à quelle heure elles se terminent, et pareil pour des interventions, on pense partir pour quelque chose, finalement il en est tout autre, et c'est un peu le quotidien, oui, effectivement. Alors, derrière le côté gendarme, on voit souvent le côté répression, mais il n'y a pas que ça dans l'action du gendarme. Il y a aussi un côté prévention. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière avec le commandant qui est encore là ce soir. On en reparlera aussi avec lui tout à l'heure. Et donc, le côté prévention, c'est quoi dans une journée alors? Qu'est-ce qu'on peut prévenir dans une journée quand on est gendarme? Il y a la route, bien sûr, mais il n'y a pas que ça, peut-être. Il y a la route, effectivement, mais après, il y a toutes nos patrouilles de contact où on va au contact des commerçants, au contact des écoliers, des responsables d'établissements scolaires. Donc, au cours de ces patrouilles, on prend contact avec les gens, on fait de la prévention. Et puis après, ça peut être, par exemple, une anecdote. On est le soir en patrouille, il y a des groupes de jeunes qui se rassemblent autour de leur véhicule, qui consomment de l'alcool. C'est proposé de souffler à l'éthylomètre avant de reprendre le volant, par exemple, et c'est pas pour autant qu'on les attend au coin de la rue pour les faire souffler. C'est vraiment de la prévention. Mais là, voilà, vraiment. c'est vraiment à titre préventif pour leur dire voilà, vous avez bu, on sait, on n'est pas là pour vous embêter. Néanmoins, si vous voulez souffler pour savoir si vous êtes apte à reprendre le volant, on vous offre cette possibilité.
Allez-y, si vous avez des questions. Oui, il doit y avoir une différence, et là je me retourne vers les deux représentants des forces de l'ordre qu'on a la chance d'avoir ce soir, entre contrôler lorsqu'on est à moto ou à pied ou en voiture. Ça doit donner un certain statut, une certaine image, l'objet de déplacement que l'on utilise, non ? C'est un moyen. Nicolas C'est un moyen. Bossy, ouais. Le principe, c'est qu'on travaille sur notre lieu de vie, on vit sur notre lieu de travail, et finalement, le moyen que l'on peut utiliser peut être une accroche pour capter l'auditoire que l'on a en face de nous. On a un projet en Martinique, c'est de remettre en place épisodiquement des patrouilles à cheval de gendarmes. Voilà, le cheval, ça va permettre d'aller dans des Ça crée endroits un lien. où on ne va pas forcément tous les jours, mais surtout ça crée un lien. Et c'est ça qui est important. Ce lien, il est là en permanence, puisqu'encore une fois, on doit être au maximum au contact avec les gens. On n'est jamais gendarme dans un bureau. Les gens comme moi, qui sont beaucoup dans un bureau par rapport à l'adjudante, sont des gens qui sont un peu hors sol. C'est elle qui travaille. Moi, j'essaie de lui donner du moyen. J'essaie éventuellement de l'orienter un petit peu à partir des réflexions que l'on peut avoir sur le droit pénal ou sur ce qui se passe. Mais c'est elle qui est sur le terrain, c'est elle qui doit être au contact, c'est elle qui fait le job du gendarme, c'est-à-dire être avec la population. Et il y a tout un travail de diplomatie qu'il faut apprendre surtout à rester, parce que vous vous retrouvez dans des situations de nervosité, parfois de stress. Comment vous arrivez à prendre sur vous ? C'est un travail qui est fait à l'école, bien sûr, de gendarmerie. C'est des choses que des fois vous pouvez craquer, parce que c'est de l'humain aussi. Comment ça se passe, cette gestion des émotions ? Je pense qu'effectivement, c'est très personnel et chacun gère cette émotion et ce stress de manière très personnelle. Après, on nous donne des outils, effectivement, en école et en formation. Maintenant, chaque intervention est différente. Je pense que de manière individuelle, on n'est pas en mesure de dire à l'avance comment ça va se passer. Et c'est vraiment du cas par cas, mais dans l'ensemble, tout le monde gère très bien, je pense. Alors, je pense qu'il serait aussi bien de repréciser, notamment pour l'auditoire, et vraiment qu'on canalise, parce qu'il y a des jeunes aussi qui nous écoutent et qui font peut-être pas non plus très bien la différence entre la gendarmerie et la police. Et en termes aussi d'implication, que ce soit sur la sécurité routière ou sur la sécurité en règle générale, sur les contrôles, quand on se fait arrêter par la police ou par la gendarmerie, quelle est la différence en fait ? Il n'y a pas de différence, hormis qu'on est peut-être plus dans les campagnes, comme on pourrait dire vulgairement, et la police en ville. Après, on fait exactement le même métier et je pense avec la même passion. Très bien. Et quelles sont les je m'adresse à vous, Mélissa, quelles sont les missions qui vous bottent vraiment, quoi ? C'est quoi qui vous fait que vous aimez vraiment, quoi ? Je suppose qu'on n'aime pas tout dans son métier, comme tous les métiers, mais il doit y avoir des choses intéressantes à faire. Moi, j'aime énormément la police judiciaire. Ouais. Voilà, donc l'investigation, c'est ça ? Les investigations, les dossiers de longue haleine. Et pour autant, j'aime énormément tout ce qui est intervention, cette adrénaline et voilà, ce stress et ce palpitant qu'on a quand on part sur des interventions. Ouais. Voilà, et donc ça veut dire que vous prenez un dossier, quand vous prenez un dossier, vous avez la possibilité, l'encadrement vous laisse la possibilité de le prendre du début jusqu'à la fin et puis de mener toutes les investigations nécessaires. Effectivement, on a cette possibilité-là, oui. Après, de façon, on va dire depuis quelques temps maintenant, on essaye de faire en sorte que les dossiers aillent très vite et pour ça, justement, tout le monde participe de façon à ce que les victimes aient des réponses au plus vite, quoi. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes en Martinique, du coup ? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, d'accord. Et vous avez vu des différences depuis que vous êtes arrivé en termes de violence ou en termes de... Justement, on parlait d'accidentologie, on parlait d'alcool au volant, etc. Vous avez vu des évolutions ? Vous avez vu par rapport au moment où vous êtes arrivé ? Les 4 ans, comment vous les avez vécus finalement ? Sachant qu'il y a eu une période Covid en plus. Oui, il y a eu une période Covid, il y a eu une période émeute, donc ça a été un séjour effectivement très dense. Maintenant, oui, on voit quand même le fruit de notre travail au quotidien, et heureusement que ce n'est pas vain. Maintenant, voilà, c'est un travail de longue haleine et qu'on continue d'effectuer tous les jours. Oui. Alors, sur une ville comme... tu voulais poser une question, Aliénor ? Oui, c'est quand même un métier, et pareil, je peux m'adresser aux 3 invités. Vous occupez des postes où vous êtes face à une certaine misère humaine, des gens en difficulté. Comment vous arrivez à voir le fameux verre à moitié plein et à garder la foi dans ce que vous faites ? Sur le plan médical, nous... Alors, on rappelle qui parle quand même, parce qu'on est en radio. Hein. Ulysse. Pardon. Ulysse comment Ulysse Talon. Voilà. Donc, sur le plan médical, nous, on essaye de pas trop se poser de questions à la phase initiale. On est là pour aider les gens. On cherche
pas forcément à comprendre le pourquoi du comment ils sont là. On s'intéressera que secondairement à l'histoire qui leur est arrivée. Après, l'idée, c'est que ces gens-là, il faut les accompagner. Et c'est peut-être le mot-clé. On a parlé beaucoup de prévention primaire avec nos amis gendarmes qui sont là. Nous, je pense qu'en médecine, on est plus sur le versant de la prévention secondaire. Une fois que les choses se sont passées, comprendre pourquoi elles se sont passées, comprendre comment on peut éviter qu'elles se passent à nouveau. Et ça passe par la discussion. Et bon, on a la chance d'avoir souvent des bons contacts avec nos patients entiers. Qui sont entourés par la famille, où on a un vrai dialogue et une vraie construction avec les gens, je dirais, qui est peut-être plus facile qu'en métropole. Et l'idée, c'est d'arriver à anticiper pour que ces choses ne se passent plus et essayer de faire comprendre aux gens qu'on est là pour les aider avant tout, qu'on n'est pas là pour les punir, qu'on n'est pas là pour les sanctionner et qu'on est là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, le côté misère, bien sûr, il existe, mais encore une fois, l'entourage familial fait que, dans la plupart des cas, on arrive à arrondir les angles avec le dialogue. Donc, il n'y a pas de... c'est toujours de l'optimisme. Il n'y a pas ce côté, des fois, à quoi je sers ? Une remise en question de ce sacerdoce que vous faites vis-à-vis de la santé et je dirais même vis-à-vis de la justice pour nos deux autres invités. Alors on rappelle que Ulysse est interne, oui. Interne à la Ménard donc. Oui. Ouais, c'est un gros investissement personnel, de temps, d'émotion. Oui, alors c'est vrai qu'il peut arriver qu'il y ait des fois on se sente un petit peu impuissant et un exemple que je peux citer parce que ma discipline étant la neurochirurgie, donc ce qui s'intéresse à la traumatologie du cerveau et de la colonne vertébrale. On a beaucoup de motards ici qui roulent sans casque. Et ça, les chiffres sont ce qu'ils sont. C'est très, très, très pourvoyeur d'accidents, notamment sur le plan cérébral. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire, c'est compliqué, la prévention primaire aurait dû être appliquée. En termes de prévention secondaire, c'est un petit peu dommage par moment de voir les dégâts. Mais bon, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la phase initiale, on essaye de pas trop se poser de questions. On essaye de pas trop remettre les choses en question et on essaye de faire le travail le plus correctement possible. Encore une fois, avec du dialogue et de la pédagogie. Et le professionnalisme. On revient dans un petit moment, si vous êtes d'accord, on va faire notre petite pause publicitaire, mais je voudrais revenir à Mélissa et puis à Nicolas Bossy, tout simplement pour parler un peu de la ville de Schœlcher, parce que c'est une ville quand même assez représentative de la Martinique, et puis on va voir j'aimerais savoir comment vous déterminez par exemple les contrôles, comment vous mettez en place vos contrôles routiers par exemple, parce qu'on parle de voitures, et juste comme ça pour avoir d'autres informations. On fait une petite pause publicitaire et puis on revient sur cette question, si vous êtes d'accord. À tout de suite. À tout de suite. Vous êtes de retour sur Maxi Martinique et grandautomobile.fr avec JM et toute sa bande. On remercie Éléonore Théodose qu'on applaudit. On remercie également Vanille Lemoulier qui malheureusement ne peut pas être parmi nous, mais elle est là par la pensée. Une belle pensée. C'est clair, elle est bientôt parmi nous, c'est sûr. Notre Jimmy Thomer qui est toujours bien présent pour faire le paparazzi. Et on remercie notre JM sans qui l'émission ne serait pas là. Ouais. Et justement, on remercie également Christelle Chou Avec qui fait le plaisir de recevoir son invité en fin d'émission. Ouais, tout à l'heure avec plaisir. On se tourne vers la gendarmerie nationale puisqu'on a la chance d'avoir et une jeune femme, Mélissa Michel, qui travaille à Schœlcher. Donc on est très heureux de l'avoir. Et donc le commandant Bossy qu'on a reçu la semaine dernière, qu'on reçoit encore cette semaine. Donc on est très heureux aussi. Futur chroniqueur de l'émission, finalement aussi, quelque part. Donc voilà. Et la question qui était posée, elle était simple. Voilà, Schœlcher, c'est une bourgade assez importante quand même malgré tout. Donc comment vous mettez en place vos contrôles routiers ? Est-ce qu'ils sont opérés comme ça à l'instantané ou est-ce que c'est préprogrammé ? Est-ce que vous savez quand vous allez intervenir dans le domaine de la sécurité routière ?
Alors, il faut savoir que déjà tous les mois, on prévoit des contrôles coordonnés sur tout le territoire de la Martinique et à différents endroits. Effectivement, dans ces cas-là, on travaille en principe sur autorisation de Madame la procureure de la République avec réquisition, ce qui nous permet d'ouvrir les coffres et de fouiller les véhicules pour lutter contre la prolifération des armes et de la drogue. Et après, de manière individuelle et à l'échelle d'une brigade comme Shelcher, on le fait au cours de nos patrouilles d'initiative. Alors soit parce qu'il y a des infractions qui se commettent sous nos yeux, ou alors d'initiative, on fait un stop et on fait un contrôle de police route. Voilà. Et comment voici donc les priorités sur les contrôles, comment c'est déterminé? Il y a une stratégie, il y a quelque chose de déterminé sans doute à l'avance. On sait pourquoi on va intervenir, pour quelles raisons? Oui, a priori, si dans la prévision du contrôle, on n'essaye pas de mener ça tout à fait au hasard. On se base déjà sur l'existant, c'est-à-dire sur l'accidentologie ou les éléments de délinquance que l'on peut constater au fil du temps pour essayer de maximiser ce genre de contrôle. Il y a à la fois ce travail préparatoire et ce travail d'initiative qui est laissé au chef de patrouille qui justement est au cœur de son territoire, connaît sa population et sait vers où aller pour être le plus efficient possible. D'accord. On est d'accord là-dessus? Oui, on est d'accord là-dessus. Et j'avais également une question. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de chiffres vérifiés et testés. Et ce n'est pas ce que je réclame là à l'instant. Mais sur à peu près 10 contrôles, comment on pourrait répartir, sur 10 arrestations, interventions, combien sont liées à l'alcool sur la route, par rapport aux stupéfiants, combien sont liés par exemple à une agression sexuelle, combien sont liés... Comment vous répartissez sur 10 interventions le nombre de types d'interventions par thématique? Quelle est la plus importante? Quelle est celle qui revient le plus en fait? Alors effectivement, je ne parlerai pas de chiffres, de toute façon je ne les ai pas. Maintenant, on va dire que sur 10 interpellations, 10 gardes à vue, je dirais que les motifs qui reviennent le plus fréquemment sont les violences intrafamiliales. En numéro 1 plutôt? Oui, en numéro 1. C'est incroyable. Maintenant, sans chiffres, mais par rapport à ce que je vis au quotidien, effectivement, à l'échelle de la brigade de Shelcher. En 2, je dirais tout ce qui est infraction liée aux stupéfiants, et en 3, tout ce qui est conduite addictive liée aux stupéfiants et à l'alcool. Donc la route est quand même bien présente la route est là, par les chiffres. Alors ça tombe bien, on revient un petit peu à l'hôpital, si vous êtes d'accord, on laisse un peu la gendarmerie de côté. Donc on reparle de Vanny, une pensée encore une fois pour elle. Donc Vanny est arrivée à l'hôpital. Donc, à la Ménard. À la Ménard, bien sûr. Bon, comme toutes les blessés de la route, par exemple, parce qu'on parle de ça, elle s'est retrouvée à un moment donné seule. Est-ce qu'il y a un accompagnement là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prévus pour aider les gens qui arrivent à l'hôpital après un accident, par exemple, de voiture? Alors, effectivement, un des premiers travail essentiel est de prévenir la famille, ou du moins les gens qui sont proches ici, de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer aussi, parce que c'est toujours important que les gens aient l'information. Et ensuite, une fois que la phase chaude, entre guillemets, est terminée et qu'on attaque la phase de convalescence, c'est là où l'accompagnement se met en place, c'est là où les gens ont peur qu'on les oublie un petit peu, parce que les gens ont tendance à penser qu'il y a l'hôpital et puis après il y a le domicile, mais pour la plupart des accidentés de la route, ça passe par des centres de convalescence où le séjour est souvent plus long que le séjour hospitalier en lui-même. Et c'est peut-être sur cette phase-là où l'accompagnement est important, parce que c'est sur cette phase-là où psychologiquement les gens peuvent être fragiles, n'en voient pas la fin. La majorité des patients qu'on voit en consultation de contrôle, des mois plus tard, nous ont dit « Docteur, la chirurgie c'était difficile, mais je me sentais épaulé au quotidien. Par contre, quand je me suis retrouvé seul à faire ma rééducation pendant 3 mois, c'est là où vraiment les choses ont été compliquées, sur le plan psychologique en tout cas. On a des cellules d'accompagnement à chaud et à froid. Nous, on a des psychologues qui passent fréquemment dans le service, quand bien même les patients n'en font pas la demande parce qu'ils ne réalisent pas encore ce qui s'est passé. Il faut du temps au temps et surtout, il ne faut pas brusquer les personnes. Mais quand nous, en tant que soignants, on sent qu'il pourrait y avoir une nécessité, il ne faut pas hésiter à employer ces méthodes-là. Et les centres de réadaptation... comme celui par exemple du Carbet, avec lequel on travaille énormément en traumatologie, mais d'autres répartis sur l'ensemble du territoire font très bien avec des intervenants et des équipes
pluridisciplinaire. Alors, à quel moment vos deux mondes professionnels sont amenés à se rencontrer? Parce qu'on est parti du constat qu'il y a eu un accident. Il arrive que la gendarmerie se rende sur place. Alors, vous les rencontrez, les gendarmes ou la police d'ailleurs, les forces de l'ordre? Alors, ça peut nous arriver dans différents endroits de l'hôpital. Bon, le plus communément, ce sont les urgences, parce que c'est là où tout se fait à la phase initiale. Après, souvent, il y a des enquêtes qui sont ouvertes. On parle du plan, on va dire, gendarmerie pour le moment. On travaille aussi sur le plan législatif parce que tout ça est toujours en lien. On est continuellement, entre guillemets, en contact avec les gendarmes, même si on ne discute pas avec eux, ne serait-ce que par nos comptes rendus médicaux qui sont toujours hypothétiques, où on les met au conditionnel parce qu'on n'est pas témoin de ce qui s'est passé. Par exemple, on parlait des violences conjugales tout à l'heure. Effectivement, c'est un sujet en Martinique, il faut l'avouer. Nos comptes rendus sont au conditionnel parce qu'encore une fois, on fait confiance au dépôt de plainte qui a été fait, à l'enquête qui est en cours, mais on ne peut rien affirmer, on ne peut rien confirmer. On est toujours très prudent, mais on essaye de donner le maximum d'informations possibles pour que l'enquête globale avance et puis que chaque corps de métier puisse... Et puis ça a une influence sur l'indemnisation en plus, bien sûr. Rapport. Alors, ça c'est peut-être la partie un petit peu plus reculée de l'accidentologie de la route. Il faut savoir qu'un patient qui a un accident et qui est assuré, son assurance va faire une démarche avec un médecin expert qui va devoir expertiser le préjudice corporel. Alors, le préjudice corporel, il ne touche pas uniquement le plan physique, il touche tous les plans qui peuvent être impactés par un accident de la route, le plan psychologique, les contraintes professionnelles, etc., etc. Il y a des grilles avec des barèmes qui sont fixés par des médecins experts qui sont nommés selon les territoires. Et il est très important que les gens sachent qu'ils peuvent être pris en charge dans ces cas-là par ces médecins experts et qu'ils puissent être indemnisés correctement à condition d'avoir fait la démarche. Bien sûr, pour évaluer. Alors, je reviens à la gendarmerie, si vous êtes d'accord, hein, on passe de l'un à l'autre. Est-ce qu'il y a des formations particulières, non, sur mon commandant, sur l'arrivée sur l'accident? Est-ce que vous... Alors oui, dans la phase initiale de formation en école, il y a effectivement un drill, c'est-à-dire des répétitions de cas pratiques qui sont faits pour respecter à peu près les mêmes fondamentaux. Le premier, lorsqu'on arrive sur une intervention, c'est de se protéger soi-même. C'est-à-dire que le gendarme va se protéger lui-même parce que ça ne sert à rien de courir sur l'événement si c'est pour derrière être percuté par un autre véhicule ou, je dis ça pour la route, mais ça peut être d'autres éléments également. Si on va sur des violences intrafamiliales, ça ne sert à rien d'y aller bille en tête. Il faut quand même avoir une observation de la situation et voilà, l'essentiel c'est d'accomplir la mission qui est une mission de secours. Donc oui, on s'entraîne là-dessus, on se protège, on alerte éventuellement des renforts s'il y a besoin en fonction d'une première évaluation de la situation et ensuite on passe à l'action. Cette action, elle est d'abord sur le terrain, souvent avec les pompiers dans un premier temps, le SAMU dans un second, dans un troisième temps effectivement aux urgences, et puis les temps se multiplient et les rapports avec le monde médical. Et la relation avec la victime, c'est abordé ça? Parce que ça a été le cas pour Vanille, hein, justement, parce que ce sont les gendarmes qui étaient proches d'elle finalement au départ. Alors vous l'avez préparé à ça, je veux dire, les victimes conscientes je suppose qu'on la laisse pas comme ça dans la voiture en attendant les pompiers. Enfin, on la laisse pas dans la voiture, je veux dire, on la laisse pas sans présence, voilà. C'est quelque chose qui a évolué au fil des années. Je crois avoir quelques années de service de plus que ma camarade. Moi, quand j'ai commencé en école de sous-officier, c'était quelque chose qui n'était pas fondamentalement mis en avant. On l'apprenait sur le tas. Ce qui est malheureux comme expression, mais c'est un peu ça, mais c'est ça. Avec les armes de chacun, l'empathie de chacun, la capacité de défense et d'appréhension des situations de chacun, ce qui faisait finalement un résultat très aléatoire. Très moyen. Depuis maintenant quelques années, cette prise en compte de la victime est largement discutée, anticipée, préparée. Ça a commencé d'abord par la prise en compte des mineurs, qui est quelque chose d'assez ancien maintenant. Puis on a pris en compte de plus en plus aussi les violences faites aux femmes, principalement. Puis on s'est rendu compte qu'en fait toutes les victimes étaient fondamentalement victimes, quel que soit leur statut, et qu'il fallait avoir une appréhension particulière à cela. Alors
la route faisant partie du grand panel des victimes. Quelques méthodes, mais encore une fois, c'est l'humain qui prime. Donc en fonction de l'intervenant, de celui qui va prendre contact, il va y avoir quelque chose qui se passe, plus ou moins fort. Et j'en reviens tout à l'heure, on parlait de genre entre l'homme qui intervient ou la femme. Parfois, c'est celui qui a la meilleure sensibilité qui va prendre la chose. D'accord. J'en profite, tout à l'heure on parlait d'intervention sur les lieux d'un accident. Si on pouvait peut-être faire passer un message, ça serait celui de ne pas avoir peur d'aider. On a beaucoup de témoins d'accidents qui nous disent on a eu peur parce qu'on ne savait pas quoi faire, on ne savait pas si sur le plan légal ou médico-légal nous étions autorisés à intervenir. Il faut savoir que chaque citoyen est censé aider son co-citoyen dans une situation de danger et que le moindre petit geste, à condition de ne pas se mettre en danger soi-même, peut être si tu as déjà assisté précieuse. Simplement la personne, peut-être déjà moralement après un choc ou un accident, c'est vrai qu'avoir quelqu'un à côté, ça peut être très important. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont effrayées de savoir qu'est-ce qu'elles vont voir, de savoir quel est l'état de la personne, et puis malheureusement chacun a son histoire, et peut-être que certains accidents ou certaines situations font écho à certaines histoires du passé, et que la réaction humaine est plus de fuir que de se confronter à certaines choses. Mais effectivement, c'est un message globalement sur un accident, on trouve quand même toujours une personne qui est là, prête à aider en attendant. Dans quelle mesure on peut aider? C'est-à-dire que l'aide, on parlait de la parole psychologique, mais peut-on toucher la victime, ne pas la toucher? Parce que c'est ça aussi, c'est la peur d'aggraver une situation. Sûr. Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'on peut faire une dichotomie entre les motards et les véhicules légers, qui sont la majorité, à mon avis, des cas de traumatologie. Pour le motard, c'est là où c'est le plus compliqué. Ce qui est préconisé, c'est de laisser la personne au sol, dans une position qui est confortable si elle est consciente. Généralement, c'est à plat dos. Un maintien du casque. Je dis aux gens de généralement ne pas enlever le casque du motard, parce qu'en cas de lésion cervicale, il est possible de les aggraver. Et ça, vous ne me touchez pas non plus. Je regarde les gendarmes. Je me permets, les gendarmes, ça fait partie aussi de l'amélioration de nos formations. C'est-à-dire que tous aujourd'hui sont secouristes, sont formés au secourisme. Un certain nombre sont formés au secourisme en équipe. Et au-delà de cela, sont formés au secourisme opérationnel, dans lequel il y a effectivement cette intervention auprès des motocyclistes et cette capacité à gérer éventuellement le casque et dans le cadre opérationnel, les blessures par balle ou autres. Et donc ça fait partie aussi de nos formations. Pour aider les gens qui peuvent avoir peur, comme vous évoquiez tout à l'heure, par rapport à leur propre vie, leur propre traumatisme éventuellement, ça peut être une bonne chose aussi d'aller vers cette formation de secouriste citoyen de premier niveau, qui peut permettre de prendre les fondamentaux, comme le fait de se protéger, de protéger le lieu de l'accident, d'alerter, et par la suite de se soumettre aux directives du SAMU, en tout cas du sachant, que ce soit dans la prise de casque ou autre. C'est vraiment quelque chose qui rassure d'avoir cette formation en avant. Et en complément, pour les automobilistes, ça c'était le conseil pour les personnes à moto. Pour les automobilistes, ça serait quoi? Les automobilistes, je pense qu'un des premiers réflexes serait la surveillance de l'état de conscience. S'assurer que la personne est toujours bien là avec nous, qu'elle nous répond de façon orientée à des questions simples pour s'assurer qu'il n'y ait pas une confusion qui s'installe et qui justifierait d'accélérer un petit peu la procédure des soins. Alors, ce sont des gestes qui sont simples, qui sont courts, mais qui vraiment, pour la suite de la procédure, peuvent aider à gagner du temps, et un temps qui peut être très précieux selon les cas. Je pense que, encore une fois, il ne faut pas avoir peur de mal faire. Quand des professionnels sont sur les lieux, il faut bien sûr écouter les consignes et, si je puis dire, respecter entre guillemets la hiérarchisation des compétences sur un lieu d'accident. Mais si on se retrouve seul, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, entre guillemets, prendre son courage à deux mains et faire ce qui nous semble juste et bon pour la personne qui est en face. Voilà, ce sont des informations qui sont... J'en étais sûre que tu allais dire ça. C'est de la vraie information. La vraie information. Informations qui sont précieuses. Je me tourne vers Mélissa Michel, gendarme donc à Schœlcher. Je voulais savoir, vous avez quelque chose qui vous a marqué, un accident particulièrement qui vous a marqué dans votre vie, ou une intervention très difficile pour vous, sans révéler d'informations majeures. Mais dans une carrière comme la vôtre, il y a forcément des choses qui doivent marquer. Mais je me tournerai vers le commandant ensuite, Bossy, qui a aussi un peu d'expérience. Juste un peu. Pas léger.
Mélissa, un peu pour plus vous que moi du coup. Oui, sûrement un petit peu, oui, mais ça viendra aussi. Il y en a plusieurs, oui, effectivement. Maintenant, Ouais. si on reste dans le domaine de la circulation routière, effectivement, oui, il y a un accident mortel qui m'avait marqué. Un père de famille qui partait travailler le matin. Il était seul dans son véhicule et son véhicule a été découpé par le haillon d'un camion qui s'est ouvert au même moment quand il passait en sens inverse. Et ce qui a été terrible, c'est d'aller annoncer à cette veuve C'est terrible ça. voilà, le décès de son mari, elle était complètement désemparée. Elle m'a mis les nouveau-nés presque dans les bras parce qu'elle était sous le choc, quoi. Voilà, Ouais. ça c'est très dur. En fait, la détresse des victimes est très dure. Bien sûr, c'est là où... C'est vous qui annoncez, à l'hôpital, c'est l'hôpital, mais comment ça se passe au niveau de l'annonce? Ce sont les forces de l'ordre quand il y a un accident et qu'il y a un mort immédiat? Alors c'est les maires des communes ou les forces de l'ordre, effectivement, oui. D'accord, ok. Les maires des communes. En tout cas, rappelons que vous prenez votre voiture ce soir, sûrement, ne buvez pas d'alcool, quoi. Hein, si on peut l'éliminer grâce à l'alcool déjà, ça serait déjà bien cet accident. Mesurez votre vitesse, parce que moi, mes plus grandes peurs, c'est quand il y a des voitures qui roulent très vite. Ouais, bah, enfin, moi, je visible, parce que l'alcool, on ne le voit pas. Mais... Parfois, tout est conjugué. C'est-à-dire qu'on a une île qui est merveilleuse, elle est magnifique, cette île, c'est vrai. On roule très souvent en sécurité, il faut être honnête. Je veux dire, faut quand même remettre les choses dans le bon ordre. Hein. Je veux dire, dans la journée, on a rarement des imbéciles qui roulent à vitesse à pas nommée, etc. C'est rare, ça arrive. Ce n'est pas Mais je veux dire, globalement, on a un sentiment de sécurité. Moi, j'ai le sentiment que dès le vendredi soir, ça change. On n'est plus sur la même île. Entre minuit et 2h du matin, c'est catastrophique. Du vendredi mais au que fais-tu sur la route entre minuit et 2 C'est ça la question, t'as l'air bien au courant, dis donc. De temps en temps, ça m'arrive aussi. Je te croise d'ailleurs, Eleonora, souvent. C'est moi qui... J'ai pas le droit de dire bon, commandant, vous avez une carrière qui est un peu plus longue, bien sûr, et vous devez avoir pas mal d'expérience. Il l'a répété souvent. Je vous remercie de souligner cette longue. C'est pas qu'on cherche pas à faire du voyeurisme ou quoi que ce soit, hein. C'est juste pour se rendre compte qu'un accident, c'est jamais une chose banale. Hein. Alors, malheureusement, effectivement, au nombre des années, le parallèle, c'est que j'ai un nombre d'expériences d'accidents traumatisants, effectivement, en tout cas significatifs, qui commence à être important. Je me rendais compte en y réfléchissant, en écoutant ma camarade. Allez, s'il faut donner un exemple qui n'efface pas les autres, c'est de devoir, comment dirais-je, de voir son camarade. Oui. Au sol, avec effectivement sa tenue ouverte et des médecins qui essayent de faire tout ce qu'ils peuvent en près d'une heure et que c'est fini. Et que c'est fini. Voilà. C'est-à-dire que ça touche aussi les forces de l'ordre. Et tous les usagers de la route. Oui, non, mais ça montre bien. C'est vrai qu'on vous voit de l'autre côté de la barrière, mais vous êtes touché aussi par les accidents. C'est ça. Et puis l'annonce qu'on doit faire derrière. Alors l'annonce, effectivement, c'est déjà quelque chose de difficile, mais lorsque vous allez voir l'épouse de votre camarade, ses enfants, vous allez les chercher au lycée, c'est particulièrement prégnant. D'ailleurs, vous prononcez un mot, et après je vous redonne la parole. L'annonce, c'est un spot de sensibilisation qui existe sur la sécurité routière et qui a été utilisé par les forces de l'ordre. Oui, c'est-à-dire que souvent en sécurité routière, on se demande comment faire passer un message. Alors bien sûr, il y a la direction interministérielle, la sécurité routière, qui pilote tous ces axes de communication. Pour autant, la gendarmerie s'empare aussi de ce dossier. Et il y a quelques années maintenant, il y a 2-3 ans, on a décidé de faire un spot qui s'appelle l'annonce, qui ne montre jamais d'accident, qui ne montre rien de gore quelque part, pour être très clair, mais qui montre le sentiment du gendarme face à ce devoir d'aller vers les Il faudra absolument que vous nous le passiez, Bah, oui. On le passera dans l'émission d'ailleurs, à la pause pub, sur la partie vidéo, on peut la passer. Si vous êtes d'accord, on fait justement une pause publicitaire et on se retrouve dans un petit moment avec... on garde nos deux gendarmes, s'ils sont d'accord. On garde Ulysse, s'il est d'accord. Nouveau chronique garde à vue, ça vous fait quoi? J'aime pareil qu'en présence de... Et on se tournera avec Christelle qui reçoit donc un botaniste chercheur. On va partir un peu dans la nature, on va entendre les oiseaux chanter, ça va être la totale. A tout de suite, après un petit passage publicitaire, à tout de suite.
Vous êtes de retour sur Maxime Martinique et grandautomobile.fr avec JM et toute sa bande qu'on applaudit bien fort s'il vous plaît. On s'est demandé si gentiment. Eh bah oui, je le demande très gentiment. On va applaudir Éléonore Théodos. Bravo, il y en a 39 ans. Christelle Chou. On applaudit également Jimmy Thomer. Bravo Jimmy. Qui nous regarde depuis l'arrière mais qu'on nous voit assez bien. Et on remercie également JM. Et Andrea Tufano surtout. Bah oui, surtout Andrea Tufano, on n'a pas dit le meilleur pour la fin. Bah oui, bien sûr. Et on remercie également nos précieux partenaires comme Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation automobile. Merci à l'Hôtel Batelière, notre hôte de l'émission chaque vendredi. Merci à Jo Magazine pour le magazine du savoir-vivre aux Antilles-Guyane. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane ainsi qu'à Crozatier Meubles et Décorations. Andrea Tufano, je reprends mon micro, pardon, Andrea Tufano, donc célibataire, hein, oui, c'est ça, et qui cherche un amoureux, donc voilà, hein, si vous voulez envoyer des messages, voilà, je dis ça parce que et là, ça, fut la fin de l'émission. Ça va, on a un brevet de secourisme en face pour pouvoir sauver ta tête. Je vous avais dit qu'il me fallait un avocat au début. Le service de traumatologie est quand même ici. Allez, parce que Ulysse est le chéri, bien sûr. C'est pas possible, tu peux pas te retenir, toi. Mais non, mais t'aimes bien les Milan, toi. Tiens, voilà. Ton magazine avec mon magazine, ma fierté, dedans. tout ça pour me faire taire. Voilà, Joe Magazine. Ouais, parce que c'est moi sur la couverture, vous m'avez reconnu, c'est évident. Non, pas du tout. Oui, Joe Magazine qui est notre partenaire et le nouveau numéro vient de paraître. Un spécial années 70. Super. Et magnifique. Dedans, avec des articles de Deux de mes articles. Bien notamment sûr. Un que je pense que tu vas beaucoup aimer, André. Enfin, j'espère, je dis ça, mais parce que la thématique, c'est l'équitation, c'est le cheval chaud. Voilà. Ouais. Petit clin d'œil. Et le deuxième, c'est la coupe afro dans les années 70. Eh ben c'est super, donc il faut regarder ce magazine, il est magnifique, on l'adore, vous le savez, donc allez jeter un œil dessus, on le trouve dans toutes les bonnes crèmeries, comme dirait l'expression. Ouais, les bonnes crèmeries, en Normandie, les bons magasins, design, etc. Donc il faut aller le voir. Je vous rappelle qu'on est avec le chef d'escadron quand même, hein, de la gendarmerie départementale de la sécurité routière en Martinique, Nicolas Bossy, qu'on peut applaudir bien fort si vous êtes d'accord. Bonsoir. Merci à vous. On est avec sa collègue Mélissa Michel, qui est à Schœlcher, qui est en intervention, du matin au soir, on peut le dire. Il suffit de regarder sur la route et on la voit en intervention, c'est super. On est avec Christelle, on est avec un monsieur charmant. Oui. Que tu vas nous présenter. Oui, alors je vais faire une petite parenthèse parce que je pense, on pense tous très fort à Vanille. Oui. Cette émission, ces deux émissions m'ont énormément émue parce que personnellement, j'ai vécu un accident très jeune qui m'a porté préjudice toute ma vie. Donc ce sont des handicaps avec lesquels on doit vivre, mais avec beaucoup plus de force, eh bien on s'adapte parce que la vie, c'est ça, c'est s'adapter. Donc mon père était militaire de carrière. La gendarmerie. Voilà, donc le père de ma fille, gendarme. Donc attaché à justement à donc ce repère qui est, on va dire, dans l'uniforme. Donc ça m'a aussi énormément émue. Donc cet accident, personnellement, je combats toujours. C'est pour ça que j'ai fait 18 ans de pharmacie et que je suis devenue naturopathe. Ça m'a donné de la force de lutter parce qu'avec une centaine de crises d'épilepsie, des convulsions, un 100% attaché, j'ai pas pu faire sport-études. Donc ça bouge beaucoup de choses, mais avec la force et la persévérance et les accompagnements de la santé, tu veux dire toute la famille, de l'entourage, les amis. Ça compte beaucoup, hein. On y arrive. Après, c'est vrai que ça reste un challenge, mais qui reste beau à relever quand on est accompagné. Alors, on va recevoir Joseph Ognier, donc botaniste et chercheur, dans un petit moment. On est super content de le recevoir. J'ai dit, on va parler d'oiseaux et tout ça, mais je suis pas loin de la vérité. Oiseaux. Mais avant ça, je voulais me tourner vers Ulysse pour avoir aussi son sentiment par rapport à ce qu'il a vécu dans sa carrière, à ce qu'il a eu une période. Alors toi, je me permets de te tutoyer. Toi, tu interviens immédiatement juste après l'accident sur l'intervention chirurgicale, bien sûr. Donc on a parlé tout à l'heure des motards, etc. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans ta carrière? Tu es interne, je rappelle, tu as 27 ans, tu es interne à la Ménard. C'est ça, tout à fait. En neurochirurgie. Interne en neurochirurgie. Quelque chose qui m'a marqué ici, c'est que sur le plan neurochirurgical, on intervient en Martinique, on intervient en Guadeloupe, Saint-Martin, mais surtout avec la Guyane française. Et ce qui m'a vraiment
perturbé au début, c'est toutes les fois où on n'intervient pas. Parce qu'il faut savoir que la Guyane française, nos compatriotes sont pas si loin que ça, et pourtant, et que rapatrier un patient de Guyane française pour l'opérer ici, c'est compliqué, voire même impossible la plupart des cas. Et c'est toutes ces personnes-là qu'on a au téléphone à distance et pour qui l'aventure peut s'arrêter ou l'aventure peut devenir vraiment compliquée parce que la boucle ne peut pas être bouclée. Le soin ne peut pas être fait jusqu'au bout, en fait, c'est ça ? C'est ça, et c'est là où on en revient à la prévention primaire, la base de la base, où on se dit « et si ceci n'était pas arrivé ? Et si il n'y avait pas eu consommation d'alcool ou de stupéfiants ? Et si ?» Et c'est ce « et si-là », moi, qui m'a marqué en me disant « pour les gens qui ont la chance de pouvoir être pris en charge, c'est une chose. Pour ceux qui n'ont pas cette chance-là, et ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense sur le territoire de la Caraïbe, c'est une autre paire de manches, entre guillemets, et c'est vrai que c'est ça, moi, qui me marque. Ok, on a bien entendu. On fait une petite pause côté accidentologie, on refait un bisou à Vanny, on rappelle encore une fois à nos auditeurs qu'on pense à tous les gens qui sont blessés dans les accidents de la route. On parle de Vanny parce que c'est notre cas référent, mais on pense bien sûr à tous les gens qui ont été blessés dans un accident de la route. On va à la rencontre des oiseaux maintenant, c'est ça ? On pense aux familles. Non, je dis on va à la rencontre des oiseaux à présent, c'est ça. Et maintenant, on va à la rencontre des oiseaux un petit peu grâce à ce botaniste-chercheur de surcroît. C'est marrant, botaniste et chercheur, on n'a pas envie de l'associer comme ça immédiatement, alors que ça existe. Oui, bonsoir à tous. Oui, effectivement, ce métier, il est assez large, effectivement, et on peut après s'orienter pour savoir tout ce qu'on peut faire avec les plantes. Et donc, c'est un petit peu ma carrière. Et donc, je me suis appliqué à travailler sur les plantes tropicales, puisque je vis en partie, je vis dans la Caraïbe, puisque de Cuba jusqu'à Trinidad, quand même, j'ai la chance de pouvoir évoluer comme ça et de découvrir un peu toute la pharmacopée. C'est un mot que je n'aime pas, puisque quand on parle des plantes, on pense toujours c'est celle qu'on va utiliser pour se soigner, alors que dans mon domaine, c'est beaucoup d'agroalimentaire. Tout ce qu'on peut faire pour se nourrir avec les plantes et de la cosmétique également et des produits de santé et des produits d'environnement. Donc c'est assez large tout ce qu'on peut faire et vous savez qu'ici on a des trésors véritablement vraiment inestimables et donc c'est tout l'objet de mon travail ici. Allez, on se tourne vers Christelle qui a sans doute des questions à poser. Oui, alors je suis très flattée que vous ayez pu venir parce que c'est vrai que nous nous sommes rencontrés lors d'une formation et conférence. Tout ce qui lui importe, c'est très difficile de canaliser son énergie parce qu'il est toujours à gauche ou à droite à analyser la plante la plus proche. Donc il est plus en communication avec la nature finalement. La nature et il connaît tout de toute façon, presque. Non, heureusement, sinon ça n'aurait pas eu beaucoup d'intérêt. Chaque jour, je découvre de nouvelles choses. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est une coïncidence, il a parlé d'oiseaux. Et comme je suis aussi photographe, et je fais en ce moment un recensement de tout ce que nous avons ici. Et c'est vrai que les oiseaux, c'est extraordinaire. Tout ce qu'on peut voir, que c'est lié aux plantes. Mais c'est vrai que mon travail reste davantage sur tout ce que nous pouvons faire en matière de bien-être. Et pour accompagner, c'est vrai que le travail avec Christelle que nous allons démarrer, puisque nous allons démarrer une collaboration, et donc c'est de savoir comment apporter cela aux personnes qu'elle rencontre au quotidien. Et surtout, depuis cette année, c'est de la transmission, parce que je tiens vraiment à pouvoir apporter tout ce que je découvre et comment les utiliser. Ça, c'est très important. Ça ne sert à rien d'avoir autant de plantes qu'on a ici et tout le monde essaie de faire des tisanes, des choses comme ça et on ne sait pas toujours comment les utiliser. Et donc, le travail sera aussi de faire on va dire un décryptage de toutes les plantes, comment elles sont composées, tout ce qu'on peut faire avec. Donc, alors, est-ce que vous êtes j'imagine, je ne sais pas si vous l'imaginez comme moi, mais vous êtes dans une salle avec plein de bocaux
dans tous les sens et Non, en fait, mon travail est exploité par une société. Imagine du formol. Oh là là. Ah oui, le professeur Tournesol. Oui, j'ai quand même 2 laboratoires dans lesquels 2 laboratoires. Harry Potter, t'as pas lu Harry Potter? Tout à fait. Oui, il y a quelques bocaux quand même. Ah, de plus en plus. Ah ben, ça me rassure quand même. Bon. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, est-ce que je peux avoir un remède pour ensorceler Éléonore, par exemple? Non, c'est pas possible. On ne dira pas cela comme ça, mais ça, avec les plantes, on peut faire des choses. On peut faire énormément de choses avec les plantes. Non, mais là, on parlait d'accidents. Je suis désolée de tuer un petit peu l'ambiance festive, là, mais on parlait d'accidents. Dans quelle mesure des plantes, ou alors des solutions que vous pourriez présenter au public, là, peuvent aider dans la souffrance, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit physique? On sait qu'il y a bien sûr le traitement médical, mais les plantes sont à l'origine de ces traitements. Tout à fait. Nous avons des plantes ici, notamment le roucou. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc nous avons mis au point un extrait qu'on a breveté à l'époque, puisque après j'ai enlevé cette histoire de brevet. En tout cas, on avait trouvé un extrait qui permettait d'avoir un impact sur le cerveau, en tout cas pour tranquilliser, pour apaiser. Donc nous l'utilisons aujourd'hui pour autre chose, dans le domaine de la concentration notamment. Et ça peut être utilisé effectivement. Nous connaissons pas mal de plantes ici pour tout ce qui est cicatrisation, et donc ça peut aider dans certains cas où les patients après leurs soins, on va dire, pourraient utiliser certaines plantes. Et puis surtout, notre but, c'est de remettre tout le monde dans la forêt, dans le jardin, parce que ça, c'est vraiment le premier médicament. C'est le premier médicament, le contact avec les plantes pour se ressourcer. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui ont été formées à la phytothérapie et constater que même avec les bienfaits de ces plantes, il y a des effets secondaires, des précautions à mettre en place, et les personnes sont plutôt dans des accoutumances ou des habitudes sans forcément appliquer correctement? Oui, c'est le travail que nous faisons, effectivement, pour expliquer que les plantes, ce n'est pas de la médecine douce, contrairement à ce qu'on croit. Donc, il est important. Donc, j'ai écrit aussi, j'ai écrit plusieurs livres, dont un qui explique comment utiliser les plantes. Ça, c'est très, très important, parce qu'aujourd'hui, lorsque nous demandons à quelqu'un comment est-ce que vous faites vos tisanes, je prends un peu ici, un peu ici, un peu ici. Alors, quand on sait qu'une plante certaines plantes ont plus de 50 molécules, donc mélanger 50 molécules à d'autres plantes, ce sont de vrais bombes à retardement. On se tourne vers Ulysse, du coup. Alors, Ulysse, ça serait possible d'utiliser ce genre de produit dans ton métier? Bien sûr, et d'ailleurs, on va dire la flore martiniquaise est mise à l'honneur en ce moment au CHU de la Martinique, parce qu'il y a un vrai travail de présentation, entre guillemets, de la pharmacopée en alliance avec les produits que l'on trouve ici, où on dit qu'à chaque mot local, son remède local. Et nos patients antillais sont très, très, très friands de l'utilisation de remèdes naturels, entre guillemets. Et souvent, et même j'ai envie de dire dans mon quotidien, les gens me disent « Oui, docteur, mais moi, votre médicament, il m'intéresse un petit peu moins. Par contre, j'ai un remède qu'on m'a donné, etc. » Et ça, c'est le quotidien. Et je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Mais on va mettre en relation Mélissa avec Joseph Ognier, parce que Mélissa, quand elle prend son travail à Schœlcher, parce que je connais un peu le gendarmerie de Schœlcher, il y a plein de... À côté, c'est la campagne, en fait. Donc, avant de prendre le service, tu vas pouvoir ramasser 2-3 plantes. Pour se détendre. C'est Joseph qui va te donner les remèdes. On va se mettre en contact. Voilà. Mais oui, il faut rendre l'utile et l'agréable. Oui. Alors, vous avez un site qui va expliquer les différents bienfaits des plantes. Comment ça se passe si on a envie d'avoir plus d'informations? Alors, mon travail est principalement un travail de recherche. Donc, nous découvrons des combinaisons de molécules. Mais notre objectif, en fait, c'est de pouvoir rencontrer des industriels qui vont développer nos travaux. Donc, nous montrons un peu des petites quantités de choses qu'on peut utiliser, mais l'objectif, quand même, c'est de déployer ça sur de plus grandes sphères. Donc, c'est pourquoi je vis dans la Caraïbe, en fait. Alors, Christelle, il y a une super rencontre, quand même, là, j'ai bien compris, là, entre les deux, là, entre Christelle et donc Joseph Ognier. Alors, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, là? Eh bien, donc, le travail de naturopathe, c'est surtout beaucoup de prévention. Alors, quand on voit effectivement une population vieillissante, avec aussi une culture et des connaissances qui s'en vont,
Eh bien, donc, mon travail, c'est aussi de véhiculer toute une formation autour de l'alimentation, mais aussi la pharmacopée, donc la phytothérapie caribéenne. Donc, on dit bien caribéenne parce qu'effectivement, ça ne s'arrête pas à la citronnelle du pays. Hein, et donc, c'est pas pour rien que les plantes sont là. Donc, et beaucoup, effectivement, comme vous le disiez, donc beaucoup de personnes sont friands de ces informations. Retourner un petit peu vers la nature. Donc, je leur dis régulièrement que il y a moyen de travailler en complémentarité avec la médecine allopathique. C'est génial. Voilà, donc c'est une complémentarité. C'est beaucoup fabuleux. de prévention. D'ailleurs, un naturopathe est là particulièrement pour prévenir. Malheureusement, encore trop de personnes attendent d'être malades pour prendre soin d'elles. Donc là, c'est une mission qui est reconnaissante. Et puis, ça porte ses fruits avec les informations et la phytothérapie à utiliser avec précaution et au bon moment. Vous auriez un petit conseil à nous donner, par exemple? Non, mais c'est vrai, comme on avait pu faire avec Christelle, qui nous a... Moi, j'ai suivi ses conseils pour les huiles. J'ai mon huile de lavande avant d'aller dormir, à présent. Mon huile essentielle, je précise, de plantes auxquelles on pourrait avoir recours. On parlait de stress pour se détendre, ou alors pour nous donner du peps en début de journée. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner? Je dis que c'est les choses les plus faciles que nous puissions proposer, puisqu'on a beaucoup de plantes énergétiques et énergisantes ici. Notamment, on connaît notre fameux, qui s'appelle le cola, notre cola qui est quand même endémique, qui est connu pour donner du peps, le curcuma, je pense que tout le monde le connaît. Donc, ces petites combinaisons peuvent donner des choses intéressantes pour rester actif quand on est sur le terrain, notamment quand on est fatigué. Bon, rester vigilant aussi, sur le roucou aussi est connu pour ça. Mais c'est vrai que nous travaillons davantage sur, comme a dit Christelle, sur le côté préventif. Donc on est vraiment axé là-dessus et on a un gros pôle agroalimentaire parce que nous savons ici, comme Martinique, comme vous avez découvert, qu'un jour ou l'autre, il pourrait arriver quelque chose et on est quand même en dépendance alimentaire, donc il serait souhaitable. Donc nous travaillons avec même déjà la collectivité pour savoir comment est-ce qu'on pourrait utiliser nos plantes locales pour nourrir au cas où il y aurait quelque chose qui se passe. Nicolas Bossy, commandant de gendarmerie, commandant de la sécurité routière de la gendarmerie de Martinique. Oui, on présente un micro, parce qu'on se partage des micros ce soir, on est nombreux sur le plateau. Vous, dans votre vie de tous les jours, vous seriez prêt à basculer, ou vous avez peut-être déjà basculé dans le côté phytothérapie ou huile essentielle, etc. Moi, je pars du principe qu'il ne faut rien exclure. C'est-à-dire que si telle habitude de vie et culture me permet d'aller mieux au quotidien, c'est très bien, ma foi. C'est sûr, je veux bien le croire. Christelle? Oui. On arrive en fin d'émission. Oui. Donc, la prévention, donc avec un grand P, donc c'est à manipuler surtout au quotidien. Ça s'apprend. Il ne faut pas attendre d'être malade pour prendre soin de soi. On revient aussi sur les problèmes accidentels liés à l'alcool, les addictions. Donc tout est à utiliser avec précaution. Et puis, donc il y a énormément de choses à faire. Donc soyons dans la prévention avant de faire quoi que ce soit. Donc faites attention à ne regarder que le verre à moitié plein, mais aussi pas trop d'alcool non plus. Il y a d'autres usages pour s'amuser. Voilà. Et puis c'est pas parce qu'on ne boit pas qu'on est devenu obsolète ou qu'on est obsolète. Donc il y a d'autres moyens également. C'est pas la peine d'appeler Joseph Ognier pour savoir s'il y a une plante qui diminue le taux d'alcool. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je l'ai pas créé. Honnêtement, d'accord. C'est dans les cartons, je l'ai pas sorti. Bon, encore une fois, c'est les mentalités qu'il faut changer. C'est les mentalités qu'il faut changer. D'ailleurs, je voulais juste pour faire rapidement, signe parce que c'est aussi fini, rapidement, mais je voulais, par rapport aux 2 émissions cumulées qu'on a fait spécialement sur l'accidentologie et la sécurité routière, mettre en avant aussi l'association de Yannick Alieno qui l'a mis en place pour son fils Antoine, malheureusement et tragiquement décédé il y a plus d'1 an de ça, sur la période début mai. Au final, une date qui marque, parce que même période que Vanille, liée à une personne qui était sous l'empire de l'alcool. Donc c'est pas rien, on a l'impression que les accidents se suivent et se répètent et se perpétuent. Donc c'est là où ça devient dramatique. Et pour reprendre une des phrases qui a été apparue dans Le Point, lorsque l'on prend le volant après avoir consommé de l'alcool ou des drogues et que l'on tue quelqu'un, on ne peut pas parler d'acte involontaire. Donc voilà, c'est vraiment sur ça que j'aimerais vraiment clôturer l'émission bien terminé là-dessus. Et remercier des personnes
qui peuvent avoir une voix un petit peu plus importante de par leur activité professionnelle, comme ce chef étoilé français, pour pouvoir essayer d'être porte-parole et de mettre en lumière et d'aider toutes les familles qui sont dans ce deuil-là. On applaudit bien fort Andrea si vous êtes d'accord. Merci à vous. Merci d'être venu. Donc on peut remercier donc Nicolas Bossy, chef de l'escadron départemental de la sécurité routière en Martinique. Vous nous avez permis d'avoir vraiment des vrais éclaircissements sur le rôle de la gendarmerie dans ce domaine, dans le domaine de la sécurité routière, et pas seulement d'ailleurs. Merci à vous. Merci à vous en tout cas. Vous venez quand vous voulez bien sûr. Chroniqueur maintenant, voyons. Mais oui, voilà, futur chroniqueur. Merci à Mélissa, Michel. On a été charmés de vous recevoir. Et puis on va scruter les routes de Schœlcher pour voir si on vous voit sur le bord de la route pour faire un petit coup de klaxon. Bah oui, normal. Hein. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à vous en tout cas, franchement. Merci donc à Joseph Ognier, botaniste et chercheur. Alors, merci. Si on veut essayer de vous joindre, donc se rapprocher de vous, vous avez des coordonnées à donner? Alors, j'ai un portable, 06 96 31 68 12. Vous pouvez m'envoyer un vidéo. message WhatsApp parce que je suis débordé. Ah. Vous organisez des sorties pour faire découvrir, pour transmettre vos connaissances ou pas du tout? Davantage des ateliers. D'accord, ok. Des ateliers. Oui. Merci Éléonore, c'est gentil d'avoir perdu encore 5 minutes avec ta question. on va se faire disputer. Andrea, je te laisse remercier les derniers invités. Un peu par hasard, je t'ai pris au hasard. Non, bien sûr, on remercie chaleureusement également notre interne en neurochirurgie du CHU de la Ménard, Ulysse Talon, qui a gentiment répondu présent pour justement nous parler un petit peu de son quotidien et de toute la partie traumatologie que l'on retrouve ici. Bon, on fait un gros bisou à Vanny, je le rappelle, et on lui dit Calonvat. Ça te dit quelque chose ou pas? Oui, bien sûr. Ça veut dire bon courage en crêpes en breton. En breton. Je pensais qu'il était au courant. Ce week-end, c'est tout le sport sur RMC Antilles, diffusé par Maxime Martinique, sachez-le. Et dès mardi, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe avec le derrière. Moscato Show. Voilà, Vincent Moscato qui un jour viendra dans On l'attend. On l'attend toujours, mais il viendra un jour, Vincent Moscato, je vous le promets. Merci d'être venu nous voir. Merci d'avoir passé du temps avec nous. J'espère que cette émission aura fait évoluer un petit peu les mentalités concernant l'alcool, les conduites addictives, on va dire, l'alcool et les stupéfiants. Vous ne pouvez pas prendre votre voiture si vous avez bu de l'alcool, en tout cas, si vous avez pris des stupéfiants. Faites confiance à, la jeune fille d'à côté ou le jeune homme à côté qui n'aura pas bu. Merci à vous et à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Merci.